la parole. Alors, on a Et convenu que comme on n'est pas si nombreux que ça autour de la caméra, vous pouvez intervenir à tout moment, lever la main, échanger. J'ai orienté moi, je suis pas quelqu'un qui est issu de l'informatique, hein. J'ai une formation métier agricole au départ. Donc, je vais pas du tout vous emmener sur des sujets techniques de comment on fait ou de comment on met en place des choses sur le plan opérationnel. Euh, je, je- je voudrais plutôt vous amener comment? À réfléchir, comment dire, à creuser et à vous interroger sur effectivement qu'est-ce que c'est que la transformation digitale de vos entreprises, de nos entreprises, quel est son impact, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça crée comme risque ou comme difficulté. Euh, et donc, la première question, c'est ça veut dire quoi, la transformation digitale? Alors, c'est un parti pris hein, que j'ai, si on peut en débattre, mais c'est intégrer dans nos activités au quotidien les technologies du numérique. Donc, ça veut dire qu'au lieu en entrée et en sortie, on va automatiser des processus d'échange de données. Donc, on ne va plus faire de la saisie. Nous, Octéo, quand on a démarré il y a 50 ans, il y avait 10 opératrices de saisie ou 15 et il y avait 4 informaticiens. Bon, bah, aujourd'hui, il y a une opératrice de saisie et il y a 150 informaticiens. Donc, on voit bien que les entreprises du numérique sont les premières à, à- à subir, à accompagner, à mettre en place la transformation digitale. Euh, et euh, et ce n'est pas forcément toujours plus simple pour nous que pour vous, mais ça a énormément d'intérêt, bien évidemment, parce que quand on va automatiser de l'entrée de données, bah, quelque part, c'est de la saisie qu'on ne fera plus, donc on mettra de l'énergie à faire autre chose que de la saisie de données. Quand on va automatiser des données en sortie ou valoriser des données en sortie, pareil avec des outils informatiques, ben, on va gagner du temps, on va valoriser mieux, on va valoriser différemment. Et dans les processus de production, bien évidemment, ben, on va automatiser des choses. Dans les processus de gestion, ça, c'est à peu près en place partout. Plus personne ne fait des factures à la main. Enfin, voilà, on a automatisé tous les processus de gestion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est toute la mise en place d'interfaçage, d'échange de données à l'intérieur de l'entreprise aussi, entre les processus de production, ceux qui vont être sur les données du métier, et puis les processus de gestion. Et c'est pour ça qu'on maintenant on parle de système d'information parce qu'on a un cœur de métier autour de la production, on a une informatique autour de la production, et un certain nombre d'outils. On a une informatique dans la gestion, on interconnecte les deux et on s'interconnecte aussi avec l'extérieur et on automatise un certain nombre de choses. Donc, bien évidemment, tout ça a des impacts à tous les niveaux. C'est ça que je voulais vous amener à adresser et à réfléchir dans cette présentation. On peut il faudrait passer donc, à la diapo suivante, si ça vous va. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise, cette transformation digitale? Ben, en premier lieu, ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire de l'efficacité, de l'efficience. On automatise les échanges de données. Forcément, on va plus vite et on est plus fiable. Dans un certain nombre de développement qu'on a fait pour nos adhérents. On utilise de la RFID quand on va biper un code barre, un animal, un RFID, etc. Et derrière, on se trompe pas. Quand on se trompe pas sur le numéro qu'on est en train de saisir, on sait qu'on a bien rentré la bonne donnée. Donc, on améliore énormément la fiabilité des données et on les transmet plus vite. On apporte de la sécurité. Alors, de la sécurité sur le système d'information. Là, ça, c'est le domaine qui est très technique sur toute la partie qui consiste à gérer des sauvegardes, gérer des infrastructures, externaliser des serveurs. Enfin, voilà. Et ça,
c'est mes collègues qui font ça. Moi, je fais pas ça. C'est des vrais spécialistes qui vont faire ça et qui vont gérer la sécurité des systèmes d'information, à la fois celui d'Octeo, mais aussi celui de nos clients. On va apporter aussi de la sécurité, on va dire, juridique, au sens où on va pouvoir assurer que la donnée qu'on collecte ou la donnée qu'on restitue ou qu'on valorise, eh bien, l'utilisation de cette donnée, elle est faite dans un cadre contractuel. Et on va, alors, en élevage, ça s'appelle gestion des consentements, ça s'appelle blockchain, ailleurs, ça s'appelle contrat. Peu importe, la manière dont on va gérer la donnée, du fait qu'on a des processus automatisés et informatiques, eh ben, on sait qui va utiliser la donnée, comment, etc. Et d'un point de vue juridique pour l'entreprise, c'est une sécurité. Et après, on met aussi en place comment, des surveillances de processus qui permettent, bah, encore une fois, de savoir où on en est, quoi. Au lieu d'aller surveiller ce que font les gens sur le terrain, on le fait aussi, mais bien moins, puisqu'on a bien d'autres manières de vérifier que nos processus de production, de, de gestion se passent correctement. Et il y a toute la gestion de la RGPD dans ce Et bien sûr, alors, il schéma. y a la mise en œuvre de la gestion de la protection des données personnelles. Et enfin, dans le domaine de l'élevage, en tout cas, il y a une autre couche qui va arriver assez rapidement, qui est bien plus large que les données personnelles. Voilà, c'est la donnée que je traite. Je la traite dans le cadre d'un contrat et avec un accord avec mon client. Et du coup, enfin, voilà, je sécurise cette partie-là. Et quand je la remets à disposition du client, bah, c'est dans le cadre contractuel. Si je la remets à disposition d'un tiers, c'est parce que j'ai le mandat de le faire. Et tout ça est tracé et sécurisé, bien sûr. Voilà. Et le troisième volet, on va dire, de l'apport de la digitalisation, c'est le fait aussi qu'on va, puisqu'on a automatisé un certain nombre de choses, ben, on va avoir des données nouvelles qu'on n'aurait pas eues autrement, probablement. Parce que alors, ça s'est appelé beaucoup big data, mais sans aller sur des termes qu'on ne maîtrise pas forcément très bien, il n'empêche qu'on va avoir plus de données nouvelles, plus facilement avec des flux plus importants qui nous coûtent finalement plus si cher que ça à mettre en place. Et du coup, ces données nouvelles, elles vont nous permettre d'apporter des nouveaux services aux éleveurs. Si je prends l'exemple de capteurs qu'on met sur les colliers autour du cou des vaches, ces capteurs, ils enregistrent un certain nombre de choses, l'ambiance du bâtiment, la manière dont les animaux se déplacent, l'activité, etc. Et avec des systèmes experts et des algorithmes, on va savoir dire si les vaches vont bien ou pas bien. Enfin, et donc, on va apporter d'autres données aux éleveurs, mais aux clients, aux utilisateurs, et pouvoir proposer des nouveaux services. Ça permet de croiser des données, de stimuler l'innovation. Et encore une fois, on parlait d'interconnexion du système d'information. Ça permet aussi euh, de, de recroiser les données. Donc là, on parle plutôt de business intelligence, c'est-à-dire souvent, enfin, nous, on a mis ça, on est en train de développer ça aussi, c'est-à-dire de dire, bah voilà, on a nos données de production, notre système de production, on le sécurise. Il travaille, pour faire le service, on va dire, initial, délivrer le service qui est notre mission numéro un sur laquelle on fait notre commerce. Mais ces données de production, elles ont un intérêt aussi en elles-mêmes pour connaître nos clients ce qu'ils font, c'est-à-dire des effectifs d'animaux, des rendements, des volumes, des choses qui ne sont pas des données commerciales, hein, qui sont des données vraiment de production, et interfacer ça dans une base qui permet de gérer cette donnée-là en masse et de l'interconnecter avec des données de gestion. Euh, Quel est le profil du client à qui j'ai vendu ce service-là? Comment je vais développer mon service? Est-ce que ce service-là est beaucoup utilisé, pas beaucoup utilisé, par qui, etc. Et du coup, cette interconnexion, elle va nous permettre aussi de trouver des nouveaux services ou de proposer ou de réfléchir à des attentes qui ne sont pas couvertes ou des nouveaux services qu'on pourrait proposer. Voilà, donc ça, c'est aussi un élément intéressant. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez partager une expérience ou rebondir sur les propos de Anne-Laure. J'en profite pour vous dire que Philippe Bouteau est arrivé.
depuis tout à l'heure et nous passerons la parole après. Bonjour Philippe. Pas de questions, on avance? Voilà. Donc, toutes ces modifications-là, du coup, ça va avoir un impact, enfin, tous ces nouvelles outils, nouvelles données, nouveaux services, voilà, tout ce foisonnement-là, et ces opportunités-là et ces réponses technologiques, et ben derrière, ça a un impact sur le fonctionnement des organisations. Parce que déjà, pour commencer, et je pense que ça, on le vit tous, on le vit là, entre ceux qui n'ont pas de caméra, ceux qui n'ont pas le son, ceux, etc., on devient tous des utilisateurs de l'informatique, et avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de facilité. Euh, et donc, chaque utilisateur, chaque salarié, chaque client devient à la fois un utilisateur de l'informatique et un gestionnaire de données. Et, et, et donc, ça va changer l'utilisation. C'est-à-dire que quand vous avez que ce soit un client ou un de vos salariés qui a une difficulté sur l'utilisation des outils, bah, il va falloir quand même qu'il ait suffisamment de vocabulaire pour expliquer quel est son problème et qu'on arrive à le dépanner. Et déjà, rien que ça, c'est une transformation et on n'a pas de choix. On est bien obligé de faire ça. Sinon on ne peut pas travailler. Donc c'est un changement important qui va demander à faire évoluer tout le monde et qui fait en fait qui a un impact au-delà de juste transformer un processus, quoi, qui a un impact globalement sur l'entreprise par euh, l'évolution que ça demande de la part des utilisateurs. Alors après, quand on digitalise, j'ai quelques exemples dans les services qu'on a, qu'on a mis en place. À la fois, on fait évoluer le métier et en même temps, on ne se détache pas du métier. Pour prendre un exemple, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'élevage, on est un peu biberonné à ça, en tout cas en ce qui me concerne. Mais pour les agents de terrain qui vont faire du prélèvement en salle de traite et qui faisaient ça avec un papier et un panier de flacons, on a développé un logiciel de liste de pesée électronique avec la lecture de RFID. Donc on met des bagues pâturons sur les vaches, on bip les vaches, on bip les tubes de prélèvement et en fait on s'est calqué sur la pratique des utilisateurs parce qu'il y a un truc tout bête. Premièrement, les vaches quand elles ont de l'identification électronique à l'oreille, bah, c'est quand même assez loin de là où on est en train de les traire. Donc ça ne marche pas de s'appuyer sur la boucle électronique qui est à l'oreille. Et puis, quand on fait notre tube de prélèvement, enfin quand l'agent fait son tube de prélèvement, en fait, la vache, vu qu'elle a fini d'être traite, elle est déjà plus dans la salle de traite. Donc, il faut quand même qu'on arrive à savoir à qui est quel tube. Donc, on a observé, on est allé dans les élevages et voir comment se passaient les opérations de l'agent de pesée qui faisait sa pesée sur le papier. Et on a mis en place l'outil qui permet de remplacer le papier tout en collant à la pratique de l'utilisateur et qui derrière va quand même fiabiliser puisque du coup toutes les informations au lieu d'être notées sur un papier et des fois à la fin on se dit putain mais celle-là je l'ai déjà pesée, elle n'y est pas, elle est partie, elle est voilà, on fiabilise les choses parce on a la liste des vaches et on la met à jour au fur et à mesure sur cet outil smartphone. Et en même temps, quand il a fini son chantier de pesée, il transfère et l'information, elle est directement récupérée dans le système d'information du conseiller en élevage. Donc on a le double intérêt, mais ça nous amène aussi à mettre dans les mains des agents de pesée des smartphones qui, alors aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai, mais quand on a démarré en 2009-2010, alors c'était pas avec des smartphones, les smartphones c'était plutôt en 2014, je dirais, mais il y a certains agents de pesée qui n'avaient pas de téléphone portable. Donc on voit bien tout le pas qu'on est en train de faire et ces gens-là, on avait besoin de les sécuriser sur le fait qu'ils pouvaient faire confiance à la machine, ils pouvaient ne pas venir avec leur papier dans la salle de traite, etc. Voilà. Mais on ne se détache pas tout en digitalisant les processus, comment dire, on peut pas le faire de manière hors sol, quoi. On peut pas juste être dans la technique et pas dans le métier et la compétence. Je vais prendre un autre exemple rapidement. On met en place aussi, enfin, nos adhérents, là, pour le coup,
propose des services, par exemple avec une caméra, ça s'appelle time-lapse, je crois, enfin, qui est un peu comme les caméras de surveillance qui sont utilisées dans l'industrie ou ailleurs. Et on place la caméra dans le bâtiment où évoluent les animaux, et puis on la laisse tourner 24 heures. Et puis au bout de 24 heures, on prend les images et on les analyse. Et ça permet pareil de proposer un nouveau conseil, c'est-à-dire de dire, ben, on a le sentiment qu'on peut améliorer des choses sur les conditions de vie des animaux, sur l'accès à l'eau, sur l'accès à la nourriture, etc. Mais avec une caméra et avec quelqu'un dont le métier va être de connaître les troupeaux et de faire du conseil en élevage, et ben, du coup, on va pouvoir dire, tiens, voilà, voilà ce qui se passe quand l'éleveur n'est pas là, voilà ce qui se passe la nuit, parce que les vaches, en fait, ça ne dort pas tant que ça. Voilà ce qui se passe au cours de 24 heures, et voilà comment on peut améliorer la gestion du troupeau. Donc c'est vraiment la technologie qui va être au service des besoins du métier et du terrain. Je vais prendre juste un dernier exemple, puis après on va continuer. C'est un logiciel qu'on a fait pour un laboratoire d'analyse de terre. Là, il y a des campagnes d'analyse pour les reliquats azotés dans, dans les champs. Et donc là, on a développé un logiciel qui permet sur une interface web, l'éleveur il a accès à son parcellaire, et sur le parcellaire, il va mettre des points pour dire où est-ce qu'il veut faire les analyses des reliquats azotés. Alors, s'il y a des plus spécialistes que moi sur ce domaine-là, vous pouvez m'interrompre, hein, parce que là, pour le coup, c'est pas moi qui ai piloté cette affaire-là. Mais cette interface, elle permet à l'éleveur de pointer à l'éleveur, à l'agriculteur de pointer les prélèvements à faire, et ça vous commande. Le laboratoire, lui, récupère les prélèvements à faire, il envoie un préleveur, et l'agriculteur, il peut suivre mon prélèvement, il est fait, il n'est pas fait, il est en cours d'analyse, etc. Donc voilà. Euh, Après, sur la restitution des résultats à l'éleveur, je pense qu'aujourd'hui, le système du laboratoire renvoie un document PDF avec les résultats, donc c'est dématérialisé. Dans ce sens-là, c'est intéressant. Est-ce que ces résultats, après, on les revalorise autrement? Voilà, on peut recapitaliser aussi sur des services comme celui-là. Voilà. Euh, on peut continuer, mais je vous écoute si vous avez des remarques ou des commentaires ou des questions. Peut-être une remarque par rapport au premier exemple justement sur, les peseurs laitiers. Hem, alors, ça me parle un petit peu par rapport à la coopérative où on a une centaine de techniciens sur le terrain. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il n'est pas facile quand on met en place une nouvelle technologie de la faire adopter par tout le monde et surtout au même rythme. Parce Oui, qu'on a aujourd'hui des salariés qui sont très, très jeunes, qui baignent dans la technologie et qui n'ont aucune difficulté justement à mettre en place, ces processus et on a des personnes, voilà qui ont beaucoup plus d'expérience et qui ont parfois qui mettent plus de temps finalement à rentrer dans les nouveaux procédés qu'on peut mettre en place et qui auraient plus tendance justement à garder la petite feuille comme vous avez dit, au début. c'est tout à fait vrai. Et néanmoins, quand on a déployé cet outil de pesée électronique, on a été assez surpris, parce que les angoisses et les résistances ne sont pas toujours venues de ceux auxquels on aurait pensé Mmh. d'où on aurait pensé. C'est-à-dire que enfin, voilà, dans le Puy-de-Dôme, il y a un agent de pesée qui partait à la retraite et qui a dit non, non, mais moi, je veux refaire j'attends ce genre d'outil depuis tellement longtemps. Moi, vous me refaites un petit contrat. Je pars à la retraite, je reste à la retraite un mois et je reviens et je veux tester ça parce que quand même, c'est vachement bien. Parce que c'est des personnels qui sont à temps très partiel, et finalement, avoir un smartphone en main quand on va faire de la pesée, c'est quelque part avoir un outil qui est un peu plus valorisant que juste une feuille de papier, quoi. Donc, après, c'est le travail aussi de celui qui fait le logiciel, de faire en sorte que ce logiciel il soit intuitif, y compris pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, et qu'il soit solide, c'est-à-dire qu'il soit, comment dire, qu'il soit suffisamment robuste pour que quand il y a une fausse manip, on ne perd pas tout, quoi. Donc, en l'occurrence, là, on a fait un logiciel qui n'était pas une interface web, mais qui est vraiment un logiciel qu'on installe sur le smartphone avec une base de données qui est dédiée au smartphone, ce qui fait que bah, s'il y a un problème, on sort, on revient et on retrouve ces données parce qu'elles sont enregistrées dans le téléphone. D'autant plus que dans les fermes, il n'y a pas toujours du réseau correct de partout, donc ça permettait de sécuriser les gens.
Mais c'est ça qui est surprenant, c'est que quand on rentre par l'usage et pas par les technologies, finalement, on arrive à raccrocher les utilisateurs. J'en veux pour preuve qu'il me semble que l'utilisation du smartphone, même les agriculteurs les plus âgés, ils ont vite compris l'intérêt qu'il y avait et il y a eu un taux de pénétration des téléphones portables chez les agriculteurs tout de suite assez élevé quand même, hein, quand ça s'est démocratisé. Quand c'était accessible financièrement, j'entends. Mais c'est vrai que au-delà de ces outils terrain qui sont vraiment faits pour, voilà, pour essayer d'être ouverts à tous, c'est vrai que ça demande à faire. Enfin, le métier n'est plus le même. On travaille plus de la même manière et donc effectivement, ça demande à accompagner et à former les agents de terrain. Et parce que certains viennent aussi dans ces métiers-là pour pas avoir à s'embêter avec l'informatique, sans anticiper le fait que l'informatique, il y en a de partout et qu'on ne peut pas tout à fait s'y soustraire quand même, quoi. Vous disiez dans la première slide, Anne-Laure, en entrée et en sortie. Alors là, on est beaucoup sur la question de l'entrée, de la donnée de production, que ça soit au champ, dans l'étable, mais ça peut être aussi dans le vignoble, dans l'outil de production lui-même, et vis-à-vis des clients, en sortie. Ah bah, vis-à-vis des clients, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va plus vite, on produit plus de choses. On peut remettre les données à disposition de plein de manières. Et en l'occurrence, enfin, moi, mon expérience, encore une fois, dans le domaine dans lequel je travaille, on restitue des données aux éleveurs. Et c'est pas tout, enfin, restituer des données sous la forme d'un envoi de mail, de PDF ou d'un envoi de SMS. Comment dire ça, on le maîtrise assez vite, assez facilement, parce que ça va rester dans notre périmètre à nous de ce qu'on va savoir faire de logiciel. Ce qui est plus compliqué à faire et qui est moins sexy et qui plaît moins souvent aux développeurs, c'est d'aller remettre ces données dans un format qui va pouvoir être intégré dans le logiciel de l'éleveur, dans son gestion de troupeau par exemple, ou dans le logiciel du client. Et là, ça demande à se parler entre éditeurs de logiciels, à se mettre d'accord sur des formats d'échange, etc. Et bien sûr, tout ça dans un cadre contractuel, hein, je ne refais pas le, comment, le paragraphe précédent sur la gestion des consentements et les contrats. Mais c'est vrai que là où la digitalisation, l'informatique apporte un plus et où il faut absolument aller, même si ce n'est pas la partie qui se voit, parce que les échanges de données, les échanges de fichiers, c'est jamais très chouette, quoi. C'est jamais très, voilà, c'est pas une belle c'est pas un bel écran. Enfin, bien sûr qu'on remet à disposition des données dans des écrans web, les éleveurs se connectent et consultent des choses. Mais il faut aussi être capable de restituer les données sous un format qui se voit pas trop, mais qui est automatisé et qui fait que dans l'outil du client, à un moment donné, il aura les données qui vont avec le service qu'on lui propose, quoi. On parle de plus en plus de blockchain pour assurer les consommateurs, pour leur apporter une information donc sécurisée Ouais. sur la provenance du produit qu'il achète. Alors, si je prends un œuf, je regarde David Michelin, d'où vient l'aliment, où est l'élevage, quel jour de ponte, plein de choses. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre une blockchain? Alors, la blockchain, c'est pas mon domaine de compétences, mais c'est un outil non pas de traçabilité, mais de vérification de qui a droit à accéder à la donnée. Mmh. C'est pas tout à fait la même chose. La traçabilité, c'est de point en point de suivre Oui. un animal, un œuf, un produit, etc. Donc ça, c'est dans les process, on va dire, de production au sens large et dans les transferts euh, amont-aval et les échanges de données. La blockchain, c'est vraiment, enfin, en tout cas dans les projets que nous, on accompagne sur ce domaine-là, c'est vraiment euh, de verrouiller, en fait, euh,
l'accès aux données. C'est un niveau supérieur de la gestion des consentements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos systèmes, la gestion des consentements, c'est j'ai un contrat papier dans mon placard, j'enregistre dans le logiciel que j'ai le consentement de l'éleveur et tout va bien. Si j'ai une réclamation ou un problème, j'ai mon contrat qui fait foi. Là, la blockchain, c'est remettre ça dans le système d'information et ça permet de le verrouiller, quoi. Donc, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait de la traçabilité, c'est de la traçabilité du consentement, pas de la donnée en elle-même, vraiment. Enfin, sauf Michel, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, mais... Non, non, c'est bon. Moi, j'aurais voulu faire un petit commentaire sur ces process globaux qui sont le cœur de tout ça, c'est la donnée, ce qu'on appelle les data. Et il y a des gros débats sur l'enjeu des data en agriculture, mais bien au-delà, mais en agriculture en particulier, parce qu'on est là tous du monde agricole. La donnée, c'est un vrai enjeu pour l'avenir, parce que c'est ce qui permet de donner des indicateurs, d'aider à piloter, de s'affranchir de tâches d'observation par des capteurs, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Laure. Je pense que on parlait d'outils et de la mise à disposition des agriculteurs ou des éleveurs de ces outils et de la numérisation. Il faut que ça apporte un plus à l'utilisateur final. Anne-Laure parlait tout à l'heure de l'agent de pesée qui était content d'avoir un smartphone pour faire quelque chose qui était un peu pénible, c'est-à-dire se promener dans une salle de traite avec un papier pour relever des numéros et des volumes ou des poids de lait. C'était pas si simple que ça. D'avoir un outil numérique qui permet par un bip d'appuyer et puis de rentrer la donnée, c'est quand même plus facile. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu pour faire accepter la transformation digitale, la numérisation de nos activités, c'est que ça apporte un plus à l'utilisateur final. Et quand on arrive à ça, avec des outils modernes, sexy, pour reprendre ton adjectif, alors je pense que c'est ça il faut avoir à l'esprit, c'est que si ça apporte une contrainte, ben, ça sera difficile à mettre en œuvre. Et même si l'objectif c'est de capter une donnée, il faut que ça apporte un plus à celui qui va la capter. Il ne faut pas que ce soit trop de la contrainte. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de mettre à disposition des outils qui soient très, très performants au niveau ergonomie. Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Nous, on investit au niveau d'Octeo beaucoup aujourd'hui sur l'ergonomie des outils et des applications parce que c'est l'enjeu un peu du moment. On n'est plus sur un écran avec des chiffres et des lettres qui se promènent comme ça. Il faut que ça soit très, je dirais presque ludique, parce que les jeunes générations qui ont vécu avec le téléphone et les réseaux, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est assez proche de ça. On avance du coup, Anne-Laure? Oui, on peut Ouais. avancer Ouais. sur la diapo suivante. Voilà, donc pour reformuler un petit peu mon propos, digitaliser, c'est transformer les organisations, donc l'équilibre humain, tout ce qu'on est en train de dire là, la compétitivité, le service rendu au client, l'économie, parce qu'on va faire les choses autrement, les usages ou le métier et le quotidien de l'utilisateur, qu'il soit adhérent ou client, enfin, ou qu'il soit adhérent au client ou qu'il soit interne ou externe. En fait, on a eu la révolution Internet, on a eu la révolution smartphone. Et là, eh bien, la digitalisation des entreprises, c'est ça, et plus encore, c'est une autre manière de voir le monde, c'est une autre manière de travailler. C'est ce que disait Michel, on produit plus de données, on va plus vite sur des nouveaux domaines, on s'interface différemment, on travaille autrement, et, on a, en fait, on fait le même métier tout en étant plus tout à fait sur le même métier, quoi. C'est-à-dire que ça change la manière d'opérer les services, ça change et ça va avoir un impact important sur la gestion des personnels aussi, pour toutes ces raisons-là. On peut passer à la diapo suivante. Pour
on peut, ouais, voilà. Donc, pour dire qu'effectivement, on va s'emparer des possibilités du numérique, on va être au service du métier et pas perdre de vue qu'on a des gens dedans, dehors, etc., qu'il va falloir embarquer avec tout ça. Et, mais il faut quand même faut quand même pas perdre de vue, on va dire, l'utilisateur au sens large. C'est un clin d'œil aussi pour mon président, mais quand on installe un robot de traite dans un élevage, l'éleveur qui installe un robot de traite, c'est parce que, pour plein de raisons, souvent c'est parce qu'il a envie d'avoir une autre organisation de son travail, il a plus envie de traire matin et soir. Et quand il fait ça, en fait, il est toujours éleveur, il a toujours des vaches, il produit toujours du lait, mais la manière dont il travaille, elle est complètement différente puisque il va continuer de voir son troupeau, mais il va devoir venir observer ses vaches autrement qu'à la traite matin et soir. Et puis, son robot de traite, il va lui produire des tas de données qu'il va falloir qu'il examine et qu'il valorise et qu'il comprenne et qui vont l'aider à gérer son troupeau. Mais du coup, son métier n'est plus tout à fait le même. Et pour les entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire que nos productions d'origine restent les mêmes, mais elles sont impactées et la manière d'opérer les services, la manière de travailler, elle est impactée très fortement. Et, ça sera positif si on ne perd pas de vue que c'est quand même le métier qui doit définir le besoin et que tout le reste doit être au service du métier et des gens qui opèrent les fonctions de départ. Voilà. Après, j'ai fini ma présentation, donc si vous avez des questions, des commentaires, si ça vous amène des remarques. N'hésitez pas. Donc, merci beaucoup, Anne-Laure, de cette ouverture qui est à la fois une témoignage de l'expérience de l'évolution d'Octeo pour ses propres adhérents dans la digitalisation des services, la transformation des process, etc. Et ce que je retiens, c'est tout en fait, la digitalisation, c'est une affaire d'humain, quoi, au centre d'une organisation. Et c'est surtout ça. On n'est pas dans le technique aujourd'hui. On est vraiment dans la transformation de l'entreprise et donc des hommes dans l'entreprise, la façon de changer. Changer la façon de faire et de faire autrement et de faire autre chose, surtout avec le temps gagné, quoi. Ouais, donc, je ferai un petit commentaire, Michel Pivard, pardon. Je ferai un petit commentaire, c'est que ça change aussi les limites de l'entreprise dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose. Historiquement, il fallait que le commercial de la coopérative ou du négoce vienne à domicile, présente le produit, fasse signer un bon de commande, prenne le chèque. Aujourd'hui, moi je le vois avec mes collègues agriculteurs au quotidien, vous avez besoin de quelque chose, vous prenez votre téléphone, vous tapez le type de recherche. Si vous avez un doute, vous allez sur un forum. Je vais prendre un forum qui est quand même, moi je trouve assez révélateur. Sur Facebook, il y a un forum qui s'appelle les producteurs de lait. Il y a 79 000 abonnés. Vous posez une question, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui vous donnera. Enfin, il y a plusieurs personnes qui vous donnent une réponse. Alors, il est farfelu, mais il y a quand même. Aujourd'hui, on a de l'information. On trouve ce qu'on ne sait pas. Et si on a besoin de quelque chose, même de matériel, on peut le trouver à proximité, rien qu'avec son téléphone. Même si c'est à l'autre bout de la France, le lendemain, ça peut être chez vous. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait cet œil pour regarder l'avenir, parce qu'il y a quelque chose qui est inéluctable aujourd'hui. On a besoin d'immédiateté, d'avoir des services, et on ne regarde plus forcément la distance, mais c'est le temps. Alors je rejoins Anne-Laure sur la nécessité d'avoir quand même du contact humain. Il y a toujours ce besoin, mais on va le chercher peut-être différemment. C'est ça que ça veut dire, la digitalisation. Donc la parole est à vous, si vous souhaitez poser des questions complémentaires ou simplement témoigner du niveau de maturité de la réflexion, de la digitalisation dans votre entreprise.
entre Alors, coopératives. Juliette, Ouais. donc moi, 2 choses. C'est vrai que je rejoins ce que disait Tiffaine. Le plus dur, c'est d'arriver à embarquer tout le monde parce qu'il y a vraiment des gens, on a beau y passer du temps, leur faire faire 1 fois de la formation, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on a l'impression qu'on va jamais y arriver et eux-mêmes, ils se découragent, ça les dévalorise. Enfin, on entre dans une spirale qui est assez compliquée à gérer, moi, je trouve. Donc ça c'est un peu plus RH peut-être que mais c'est vrai qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est très compliqué et du coup, ils se sentent exclus. Enfin, moi, je trouve ça très compliqué, voilà. Parce que, c'est des bouleversements. Alors c'est inéluctable, ça j'en suis consciente, mais c'est compliqué et il y a un point qui a pas été abordé, c'est le coût. Parce que, bah, je dirais derrière, ça demande quand même un équipement, de pas mal de personnes, en tout cas pas pour les adhérents, mais pour les salariés, mais aussi pour certains adhérents et bah, on se retrouve là aussi face à des blocages, quoi. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir, tout le monde n'a pas beaucoup de réseau déjà, je confirme, mais tout le monde Ça, c'est n'a vrai. pas forcément les moyens non plus de s'équiper, donc voilà. Moi, c'est vraiment les obstacles auxquels je suis confrontée, on va dire, au quotidien et j'ai beau essayer d'être créative, il y a des fois, je suis un peu démoralisée, voilà. Et alors sur le comment, la difficulté des utilisateurs, oui, c'est pareil partout et y compris dans les entreprises, de services en informatique, je peux vous le garantir. Quand il a fallu, partir tous en télétravail, au moment du covid, à Octeo, ça s'est plutôt bien passé parce on a des collègues en interne qui sont armés pour ça, qui nous ont aidés. Mais quand on voyait les problèmes rencontrés par un informaticien qui répond à un autre informaticien, allume et redémarre, tu vas voir, ça va marcher, quoi. Donc ce genre de problème, il est assez bien partagé et on est un peu moins mal lotis dans les entreprises informatiques, mais quand même. Après sur le coût, oui, ça coûte cher, mais ça coûte encore plus cher de ne pas informatiser. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument que les entreprises, et là, vous pouvez penser que je prêche pour ma paroisse pour vous vendre du matériel et du logiciel, mais je vais vous donner un autre exemple. On a mis en place, il y a 2 ans, là, une chaîne de traitement pour les brebis laitières. Parce que ça n'existait pas, enfin, en tout cas sur notre périmètre d'action, il n'y avait pas d'outils pour faire ça. Donc, on a investi et c'est la coopérative qui a investi et on amortit, on a un plan d'amortissement, mais ça coûte cher. On développe ça pour 10 éleveurs, 15 éleveurs, 20 éleveurs de brebis. Ça a coûté 20 000 ou 30 000 euros. On se dit, mais c'est complètement fou. Sauf que le temps que les agents, que les personnes passent une demi-journée à réassembler les résultats du labo avec la liste des animaux sur Excel pour que finalement ça ne tombe pas en face et tout, ce temps-là, il n'est jamais compté. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gains de temps qu'on fait faire aux utilisateurs une fois qu'ils sont formés, qu'ils ont du matériel adéquat, ce temps-là, en fait, c'est à vous de le valoriser autrement et mieux et différemment et de proposer des nouveaux services. Sinon, effectivement, vous allez apporter du confort aux utilisateurs, mais vous n'allez pas avoir le retour sur investissement, quoi. Mais je pense que Et justement, c'est une des craintes. C'est-à-dire que les gens savent que ça va leur libérer du temps et ils ont peur que de ce temps qui va se libérer, qu'on leur demande de faire des choses pour lesquelles ils n'ont peut-être pas les compétences. Enfin, ah oui, je pense c'est que vrai, le fait que ça leur libère du temps, ça fait partie de l'angoisse, en fait. oui, 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 oui. Non, mais je suis complètement d'accord. Nous, je disais tout à l'heure en introduction qu'on avait des opératrices de saisie. Bah, maintenant, on fait plus de saisie. Donc, celles qui sont parties à la retraite sont parties à la retraite. Celles qui étaient toutes jeunes quand ça a commencé à se numériser, bah, on les a fait évoluer vers de la vérification de données, de la correction de données, etc. Mais en fait, c'est quand les gens, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ont fait de la saisie de données, et qu'on leur enlève, ben oui, on leur enlève leur boulot, elles n'ont pas forcément envie d'aller faire autre chose, quoi. Parce qu'elles sont dans un confort de travail et c'est compliqué de les faire monter en compétences parce que
corriger des données ou gérer des rejets ou gérer des erreurs dans la gestion des données, c'est plus du tout le même métier que de faire de la saisie au kilomètre, hein, c'est sûr. Donc, et même là-dedans, des fois, on veut automatiser des processus de gestion de rejet ou de correction de données. Et il y a beaucoup de freins en interne parce que quelque part, c'est exactement ce que vous dites. Elles se disent, mais alors si je clique plus sur le bouton là pour gérer ça, je vais faire quoi? Vous allez me demander de faire quoi? Donc, on est en plein là-dedans, mais Moi, je ferai un petit commentaire. Je pense qu'on parle trop de coûts de l'informatique et de la mise en œuvre des nouvelles technologies. Il y a un aspect important qui est sous-estimé systématiquement dans les projets, c'est le côté accompagnement et formation. Et c'est vrai, je rejoins ce que vous dites, quand on est gestionnaire d'entreprise, il y a un investissement à faire dans le numérique, dans l'informatique, dans les systèmes d'information. On dit ça va coûter tant, mais on a oublié derrière qu'il y a de l'accompagnement. Et je pense que beaucoup de personnes ont une capacité d'évoluer, qu'il faut accompagner, qu'il faut susciter, qu'il faut encourager. Ça demande aussi des moyens et ça s'additionne avec ce qu'on évoquait juste avant. C'est ça le problème, quoi. C'est que ça s'additionne. Alors, on a une question de Robert Solvignon de Coforêt dans le chat. Je vous la lis. La digitalisation est-elle indissociable de la mobilité? Il faudra toujours au moins en entrée un capteur ou un lecteur. alors, ça dépend de votre métier, hein, aussi. C'est-à-dire que dans les métiers de nos adhérents aujourd'hui, effectivement, remplacer quelque chose qui était écrit sur un bout de papier, il faut un capteur ou un lecteur, mais après, les capteurs, les lecteurs, c'est pas forcément de la mobilité. Enfin, quand on est sur des... quand on parlait des capteurs qui sont autour du cou des vaches qui enregistrent des choses, là, c'est un fabricant de colliers qui se positionne sur ce marché-là. Je pense que dans d'autres domaines de production, il y a des capteurs d'ambiance, il y a des capteurs de... il y a des processus qui produisent de la donnée et en fait, le sujet, c'est de capter ces données-là. Si je prends un autre exemple sur les laboratoires d'analyse, tout à l'heure, je disais le laboratoire d'analyse des reliquats azotés, il a un gros analyseur qui fabrique de la donnée. Donc là, on n'est pas sur de la mobilité, on fabrique de la donnée et cette donnée-là, comment on la retransforme en quelque chose qui est facile à utiliser pour l'agriculteur ou qu'on va remettre dans son logiciel de gestion de parcelles pour qu'il adapte ses amendements. Enfin, voilà. Donc, c'est pas forcément de la mobilité, mais la mobilité, c'est intéressant pour d'abord parce que tout le monde a maintenant un téléphone, tout le monde a ce réflexe-là de chercher. Et donc, du coup, quand vous avez des clients qui utilisent des smartphones et que vous voulez leur vendre des services, je pense qu'en entrée, on n'a pas forcément besoin de mobilité, mais en sortie, c'est quand même assez fréquent, malgré tout. Moi, je dirais que la mobilité est nécessaire. Plus on s'approche de l'utilisateur final, plus il y a de la mobilité. C'est ça, oui. Simplement, c'est jusqu'où on veut aller. Je pense qu'un des objectifs, c'est d'aller au plus près de l'utilisateur final ou du créateur de base de la donnée, de l'observateur. Et l'observateur, ça peut être un capteur mobile aussi. Et puis du client, enfin vous et moi, quand on a on va encore voir notre banquier, mais enfin on a quand même une interface web pour gérer les comptes et une interface smartphone pour gérer les comptes. Et il ne nous viendrait pas l'idée de choisir entre l'un et l'autre. Et pourtant, c'est quand même deux applications différentes, juste elles ont le même look et on retrouve les mêmes fonctionnalités, mais c'est deux applications différentes. Donc, ça veut dire que votre banque, quand elle vous vend un service, elle vous vend un service qui est multi-support. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Ceux que je vois à l'écran, pour ceux qui n'ont pas allumé leur caméra, mais qui sont présents. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose de passer la parole à Philippe Bouteau pour qu'il nous présente rapidement le réseau des entreprises de conseil d'Auvergne-Rhône-Alpes, tel que c'était prévu au début de cette
de cette intervention. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à tous. Cette fois-ci, je mets mon micro. Je vais être court parce que vraiment la priorité, là, c'était l'intervention d'Anne-Laure et les réactions que ça pouvait susciter. Peut-être 3-4 messages clés sur cette diapo et sur d'autres. Je vais aller vite. Simplement pour vous dire que la branche conseil en Auvergne-Rhône-Alpes que je représente aujourd'hui, ce sont des PME comme vous, hein. Vous voyez, nous sommes en grand nombre, vous voyez, sur conseil et études et numérique, qui sont les deux principaux secteurs d'activité de la branche dite BETIC. Ça fait près de 6 000 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, dont voilà, 76 à 90% de TPE, donc d'entreprises de moins de 10 salariés, et 8 000 indépendants. Voilà, 8 000 indépendants qui sont représentés pour ces derniers par Sinov, Syntec, que je représente ici, représentant plutôt des cabinets de taille plus importante. Deuxième message, donc, enfin, vous voyez, donc c'est le caractère très atomisé du secteur. Troisième point, la grande diversité des sujets abordés. Vous voyez en bas de la page, hein, là, nous parlons là de conseils en transformation digitale, mais vous le voyez à gauche, là, nous avons également des activités de conseil sur la performance industrielle, sur la supply chain, sur le développement commercial. Voilà, donc, nous sommes tous finalement des professionnels, que ce soit sur l'activité conseil et études et numérique, qui sommes guidés par la volonté d'aider vos prises de décision, de sécuriser vos projets par des conseils et des accompagnements personnalisés. Voilà. Et ces conseils et accompagnements personnalisés, ils s'appuient sur des méthodes, ils s'appuient sur des retours d'expérience, par notre capacité également, et c'est le cas pour Anne-Laure, c'est mon cas également, c'est le cas également pour Jean aussi et son équipe, à prendre de nos expériences auprès de plusieurs entreprises des bonnes pratiques et à les adapter au contexte spécifique de nos clients dans le cadre de missions. Chaque mission est une nouvelle histoire, hein, et qui doit, comment dirais-je, s'appuyer sur des conseils et accompagnements personnalisés. Autre point qui n'apparaît pas dans la diapo, mais qu'on vous remettra, on vous remettra évidemment le support. Sachez, vous le savez peut-être ici sur la table, que la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à travers son agence ARAE, BPI France également, porte un certain nombre de dispositifs d'aide au conseil qui permettent de financer tout ou partie des missions de conseil. C'est vrai notamment dans la transformation digitale avec des dispositifs, je pense notamment au dispositif Industrie du futur porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, qui offre la possibilité de cofinancer des missions là, voilà, de conseil en système d'information. C'est le cas également de BPI France. Voilà. Donc vous avez ces dispositifs qui seront résumés dans le document support qu'on va vous remettre. Et peut-être un dernier point, peut-être que Jean l'a évoqué en introduction, c'est un peu le point d'orgue de cette opération, hein, c'est au-delà des webinaires que nous organisons. C'est vous proposer le 15 novembre une journée dite de speed meeting pour aller plus loin dans l'échange avec Anne-Laure et d'autres confrères et consoeurs sur les sujets qui vous animent aujourd'hui, la transformation digitale, mais également d'autres sujets, ceux traités notamment dans les autres webinaires, stratégie commerciale et RH et compétences. Mais également, et nous l'avons décidé ensemble avec Jean et mes autres collègues de Syntec et de Sinov, élargi à d'autres thématiques comme la performance industrielle et la performance financière. Voilà. Donc cette journée du 15 novembre est une opportunité pour vous de rencontrer bien, ceux et celles des confrères et consoeurs du conseil qui correspondent à vos sujets, qui correspondent à vos problématiques de moment, et également à rencontrer justement la région ou ses représentants qui portent des solutions de financement ou de cofinancement de missions de conseil. Voilà, donc nous vous invitons, hein, peut-être que Jean, encore une fois, l'a fait en introduction, à venir nombreux à cette journée de 15 qui permettra de prolonger nos échanges lors de ces webinaires successifs. Merci Philippe. Effectivement, en introduction, j'avais précisé que le rendez-vous du 15 novembre permettrait de donner opportunité, sans aucun engagement, de se faire rencontrer, vous les entreprises, que vous soyez au niveau d'un service RH, un service commercial, un service production, un service adhérent, voilà, les COP, avec des consultants, voilà, avec lesquels vous pourrez échanger sur vos problématiques
et plus si affinité, comme on dit. Voilà, Exactement. donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous invite, si vous avez appris des choses, si vous avez été satisfait de cette grosseur passée ensemble, d'appuyer sur la touche, vous savez, le petit pouce levé. Voilà. Y compris sur l'écran. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, pour votre participation. Voilà, merci. Donc, je vous fais parvenir la présentation de Anne-Laure Brunet et le lien sur ce replay que vous pourrez bien sûr transmettre à vos collègues dans vos entreprises si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonne Au soirée. revoir. Merci à vous, bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci.